Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue ce soir sur notre 5e webinaire immigration depuis le début du Covid. Alors que la situation pour l'obtention des NIE, affectant notamment le renouvellement des visas, ainsi que les possibilités de rentrer sur le territoire américain pour les détenteurs de la plupart des visas, se sont beaucoup compliquées depuis le mois de mars cette année, on fait le point ce soir avec Maître Églantine Povar-Elmos. Églantine est expérimentée dans le domaine du droit de l'immigration et de la nationalité américaine, avec un accent en immigration d'affaires. Maître Povar-Elmos a assisté de nombreux individus, entrepreneurs et entreprises dans leurs besoins d'immigration avec plusieurs cabinets d'avocats d'immigration avant d'ouvrir son propre cabinet. Maître Povar-Elmos est diplômé du prestigieux Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, du Centre de droit de l'Université de Houston et membre de l'American Immigration Lawyers Association. Elle participe activement à plusieurs chambres de commerce locales et associations biculturelles. Comme d'habitude, ce webinaire est un forum public. N'hésitez donc pas à poser vos questions dans le chat et nous les aborderons une par une tout au long de cette soirée. Et on espère pouvoir clôturer cette discussion d'ici dans l'heure avec évidemment le plus de questions possible. Comme toujours pour ces webinaires migration, posez vos questions de manière générale. Maître Povar-Elmos ne peut pas donner de conseils particuliers et individuels. Donc, si par exemple, si vous avez une question sur votre statut, généralisez la question pour qu'elle s'applique à tout le monde, pas que à vous, et on pourra y répondre. Toutes les questions individuelles ne seront évidemment pas traitées. Alors, pour commencer, bonsoir Églantine. Comment peut-on voyager de la France vers les États-Unis aujourd'hui ? Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Donc, vous m'avez peut-être déjà entendu parler. Je pense que ce n'est pas un thème qui est nouveau, mais il y a eu pas mal de changements sur les mois récents et il y a toujours beaucoup de restrictions de voyage. Donc, je vais reprendre un petit peu le point en détail sur quelles sont les personnes qui peuvent voyager directement ou qui peuvent obtenir une NAI et quels sont les critères. Et puis, je referai un petit peu le point sur les procédures. Je pense que c'est important de comprendre comment on peut les demander, qui est en charge. Et après, je referai un petit peu le point sur la question des résidents permanents, des retours après une longue absence. Donc, d'abord, sur les NIE, avant d'avancer, donc comme Thierry le disait, d'abord, c'est une conférence à objectif d'information générale, d'accord? Donc, ce n'est pas un conseil légal, ça ne crée pas une relation d'avocat-client. Donc, je vais vous présenter un petit peu les infos pour essayer de vous éclairer sur les conditions actuelles. D'accord ? Donc, la déclaration, elle n'est pas nouvelle. Elle est là depuis plus d'1 an. Par contre, ce qui est nouveau sur la restriction de voyage pour les personnes qui sont présentes sur le territoire Schengen, Irlande du Nord, Irlande et Angleterre, ce qui est nouveau, c'est les exemptions. Donc, la règle, c'est que si vous êtes présent physiquement sur cet espace géographique, vous n'avez pas le droit de voyager directement vers les États-Unis, sauf si vous êtes exempt, donc c'est-à-dire que l'acte ne s'applique pas à vous, ou vous tombez dans une des exceptions qui est listée. D'accord ? Donc, qui n'est pas affecté par cet acte? On a en premier lieu, bien sûr, les citoyens américains. Donc, si vous avez une double nationalité française et américaine, vous n'êtes pas affecté par cet acte. Ça s'applique également aux époux et épouses de citoyens américains ou de résidents permanents, donc les personnes qui ont la carte verte. D'accord ? Je reviendrai sur les documents à présenter après. Je vais juste lister les exemptions d'abord. Qui d'autre est exempt? Les visas fiancés. Donc, si vous avez une fiancée qui avait demandé un visa fiancé qui est les K1 au consulat, ces personnes-là peuvent voyager. D'accord ? De même pour les parents d'un enfant qui a moins de 21 ans, qui n'est pas marié, qui est citoyen américain ou résident permanent. Pareil pour les frères et sœurs d'un enfant qui est à nouveau à moins de 21 ans et pas marié, et citoyen américain ou est résident, d'accord ? Et les époux et les enfants de personnel militaire américain. Ça, ce sont les grandes exemptions générales, d'accord ? Ensuite, il y a des qualifications sur certaines personnes qui sont là ou qui essayent de venir sur des visas non immigrants. Donc, par exemple, les étudiants qui étudient sous visa F1 ou M1
ont une exemption comme une National Interest Exemption qui est blanket, c'est-à-dire qui est accordée à tous les étudiants sans regard spécifique de raison, juste le fait de venir étudier. Les journalistes, le Department of State a ajouté récemment en fait, certains académiciens dans des programmes d'échange. Également, certains membres d'équipage, pilotes et employés qui servent à la livraison, maintenance ou réparation de pièces d'avions simulateurs, certains diplomates, les personnes qui sont là, qui cherchent à obtenir, par exemple, un visa U parce qu'ils coopèrent avec les autorités américaines de police. Certains opèrent dans des situations très, très limitées. Certains professeurs, éducateurs, également dans des catégories très limitées, des G5. Et de manière générale, s'il y a une situation humanitaire, sanitaire ou d'urgence, la personne peut expliquer cette urgence au consulat comme étant une base pour cette National Interest Exception. Maintenant, la National Interest Exception de base, la plus courante, est celle qui s'applique aux personnes qui travaillent aux États-Unis. Et donc, ces personnes-là doivent démontrer qu'elles fournissent un support vital à une infrastructure critique. Cette analyse et ces critères ont changé. Ils ont changé depuis le mois de mars. C'était un critère qui était assez facile l'année dernière et qui était, par exemple, donné à tous les investisseurs et qui, depuis le 2 mars, formellement, n'est plus donné de manière générale aux investisseurs ni aux superviseurs et managers de haut niveau. Ce qu'il faut, c'est un support vital et une infrastructure critique. Ce qui a impacté beaucoup la communauté française parce que du coup, beaucoup de personnes qui sont à niveau managérial ne qualifient plus sous le National Interest Exception. Donc, et je vais revenir sur les dépendants dans une minute, mais je le traiterai de manière séparée. Donc, ça, ce sont les critères, d'accord? Ce sont les personnes qui peuvent demander une exemption et peuvent voyager directement de France ou de l'espace Schengen vers les États-Unis. Pour ce faire, le premier point à vérifier, c'est de voir si la personne a un visa qui est en cours de validité. D'accord? Le fait qu'on qualifie pour une exemption sur une proclamation ne veut pas dire que le visa qu'on a dans son passeport est le bon. Donc, il faut d'abord vérifier qu'on a les bons papiers. Ensuite, qu'on a la bonne justification pour la demande d'exemption ou d'exception. Et cette demande-là, donc si elle est basée sur une National Interest Exception, elle se fait auprès du consulat. Donc, toute la documentation qui doit démontrer que la personne qualifie pour cette exception doit être envoyée avec le dossier. D'accord? Donc, pour les personnes qui ont un visa valide, c'est envoyé en email à Paris de manière séparée. Pour les personnes qui demandent un visa, c'est présenté au moment de l'adjudication du visa. À savoir qu'il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, les consulats ne donnent pas un nouveau visa, sauf si la personne est exempte de l'acte ou qualifie sous une exception. Donc, si le rendez-vous est ouvert et vous vous présentez et que le consulat pense que vous ne qualifiez pas pour l'exception, le visa ne sera pas issu. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point de demande. Le deuxième point que je voulais vraiment pointer du doigt, c'est que si l'exception n'est pas donnée, d'accord, mais que vous avez un visa en cours de validité, vous avez le droit de faire une quarantaine. Donc, il faut faire 14 jours pleins dans un pays hors de l'espace concerné. Et donc, ce n'est pas juste l'espace Schengen, Irlande et Angleterre. Maintenant, on parle également du Brésil, la Chine, l'Iran, l'Afrique du Sud. Donc, il faut bien faire attention que vous trouvez un pays qui est hors de ces zones-là et qui autorise le voyage de ressortissants du pays où vous êtes, donc par exemple des ressortissants français, et qui derrière ont un vol direct de ce pays tiers vers les États-Unis sans escale dans un des pays qui pose problème. D'accord? Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Donc soit vous avez un visa en cours de validité et vous qualifiez sous l'exception qui a été donnée par le consulat, vous faites un vol direct, soit vous faites la quarantaine. Maintenant, si vous tombez sur une de ces exemptions, par exemple parce que vous êtes marié à un citoyen américain, vous n'avez pas besoin d'une documentation du consulat.
c'est une documentation papier que vous faites au moment où vous vous présentez à l'embarquement. Donc, un mariage, ça se documente avec le certificat de mariage, les enfants, le certificat de naissance, le livret de famille. Il faut pouvoir documenter de la raison, la justification, et laisser du temps aux officiers de TSA en pre-boarding avec l'agence aérienne et ensuite aux douanes. Donc, c'est des procédures qui sont toujours lentes, mais qui sont disponibles. Maintenant, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que à cause du Covid, les reprises consulaires sont lentes. Et les consulats essayent de limiter les ressources et les réadjudiquer aux dossiers les plus importants. Et donc, le défaut à l'heure actuelle du consulat, c'est d'annuler les rendez-vous et en fait de laisser la personne présenter son dossier en explication pourquoi la personne a besoin d'expédier le rendez-vous et sous quels critères d'exception ou d'exemption il pourrait bénéficier de ce renouvellement de visa. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Le consulat à Paris a annulé beaucoup de rendez-vous sur l'été et sur l'automne. Ces annulations, elles sont vraiment là pour éviter d'avoir à adjudiquer et refuser des personnes qui ne qualifient pas sur le NIE et de forcer la documentation et l'explication en amont du rendez-vous. C'est ça vraiment qu'il faut voir comme critère de réflexion. Maintenant, un nouveau critère qui est arrivé assez récemment, c'est une clarification du Department of State sur les dépendants de personnes qui travaillent en fait, qui sont aux États-Unis. Donc, la règle, c'est que si, je reprends mes notes, je vais vous lire la phrase correctement. Donc, les époux et les enfants d'une personne qui est exempte de la proclamation ou qui qualifie pour une exception et que cette personne qui qualifie pour l'exception est dans un emploi de long terme aux États-Unis, dans des études de long terme ou recherches de long terme qui vont durer plus de 4 semaines, ce sont maintenant les critères pour voir si la famille peut qualifier pour le NIE, d'accord? Donc, dans des situations, donc c'est quelque chose de très récent comme changement. Il n'y a pas eu encore énormément de documentation. On a les premiers cas qui commencent à être adjudiqués là-dessus. Et donc, à première vue, mais ce n'est pas forcément la règle qui sera la règle de long terme, mais à première vue, pour des personnes qui sont déjà aux États-Unis en visa et qui ne sont pas rentrés sur le territoire européen, mais dont la famille, dont l'épouse et les enfants sont rentrés sur le territoire européen, peuvent demander cette NIE auprès du consulat, basé sur le fait que la personne est exempte parce qu'elle est pas, donc le travailleur principal est exempt puisqu'il est toujours sur le territoire américain, mais qu'il est sur un poste des recherches ou des études de long terme. Donc, c'est des points assez nouveaux. Ce n'est pas encore tout à fait bien interprété. Donc, c'est pour l'instant mon interprétation initiale. Si ça venait à changer, ma recommandation, c'est que si c'est un domaine qui vous touche et qui vous affecte, il faut continuer à lire les évolutions du Department of State qui est sur le site qui s'appelle travel.gov où ils font News Visa. Et là-dessus, toutes les nouvelles interprétations, elles sont postées. Donc, s'il y a des clarifications qui sont apportées par le Department of State ou des modifications, il faut commencer par le Department of State, le site web, et ensuite voir au consulat à Paris s'ils ajoutent des précisions sur ce qu'ils vont accepter pour les dépendants. Pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de clarification. C'est un changement qui est assez récent. Le deuxième point, vous faites votre demande de NIE, vous pensez que vous qualifiez, et il n'y a pas de réponse du consulat. Qu'est-ce qui se passe? Si ça fait plus de 3 semaines qu'il n'y a absolument pas de réponse, il y a la possibilité de contacter les douanes, donc à l'aéroport où vous allez atterrir du côté américain en amont du voyage pour voir si, de manière exceptionnelle et alternative, les douanes accepteraient de vous donner cette exception, à savoir que même si le consulat vous donne cette National Interest Exception, c'est pour une entrée et 30 jours. Donc, le visa qui peut être mis sur le passeport peut être un visa de 10 ans, mais là, il sera valide pour un voyage de l'espace Schengen vers les États-Unis que pour une entrée et 30 jours. Par contre, le visa reste valide, donc si vous voyagez au Mexique ou au Canada, ce visa vous permet de revenir. C'est juste que si vous repartez en Europe,
il faudra à nouveau faire une demande de National Interest Exception. Donc ça, je veux bien le préciser pour que ce soit clair. De plus, quand je parlais des visas ou des documents qu'il faut contrôler, les demandes d'advance parole pour les personnes qui sont en cours de demande d'ajustement de statut, donc de carte verte aux États-Unis, sont des documents valides qui permettent le voyage. Mais pareil, ils tombent sur les mêmes catégories où s'il n'y a pas un mariage à un citoyen américain ou résident permanent ou un enfant ou une autre exemption, il faudra que le consulat, par email, vous dise que oui, ils vous ont donné l'exemption. Sinon, les personnes qui ont ces advance paroles sont également requises de faire une quarantaine avant le retour. Donc, il faut bien vérifier les dates de validité des papiers. Je reviens là-dessus, c'est très important parce que si vous sortez et que votre document, finalement, le visa avait l'air d'être valide, mais vos documents ne sont pas valides, il vous faudra un nouveau visa et ça peut poser problème vu le délai actuel pour obtenir un visa. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point là-dessus, c'était les ESTA. Gardez bien à l'esprit que l'ESTA, c'est une autorisation de voyage sans visa. D'accord? Donc, ces documents-là, ils ne sont pas adjudiqués par le consulat et le Department of State, ils sont adjudiqués par les douanes, par CBP. Donc, des fois, ils répondent aux mêmes critères, des fois, ils ne répondent pas exactement aux mêmes critères. À l'heure actuelle, l'ESTA, si elle est autorisée, elle peut l'être pendant que vous êtes sur le territoire de Schengen. Elle peut ne pas l'être. Il faut vérifier qu'elle est à jour et qu'elle est valide. Si vous avez une ESTA qui est valide et que vous avez une exemption, une National Interest Exception ou une autre exception qui s'applique, vous pouvez contacter le consulat pour que le consulat confirme que cette exception vous est accordée. Et ça autorise un voyage direct de cet espace Schengen vers les États-Unis. Si ce n'est pas donné et que l'ESTA n'est pas annulé, vous avez, comme pour les visas, la possibilité de faire une quarantaine de 14 jours et ensuite un déplacement vers les États-Unis. Par contre, on a des retours assez fréquents d'annulation de l'ESTA au moment de la période de la quatorzaine, s'il y a eu un achat de billets d'avion pendant cette période-là. Ce n'est pas encore arrivé à des clients, mes clients ont réussi à voyager, mais ça peut se passer. Donc, ce que je conseille, c'est toujours de contrôler que votre ESTA est à jour quotidiennement, peut-être pas quotidiennement, mais assez fréquemment, en particulier sur la période de quarantaine, et si possible, d'acheter le vol vers les États-Unis au-delà des 14 jours pour essayer d'éviter qu'il y ait une annulation due à une suspicion que la quarantaine n'a pas été respectée. Donc ça, c'est un point très important pour que vous ne vous retrouviez pas au milieu de votre quatorzaine au Mexique à vous dire ah ben, finalement, il faut que je rentre en France, je ne suis pas autorisée à continuer sur mon voyage. Donc ça, gardez-le bien à l'esprit quand c'est le cas. Il y a une autre proclamation qui était en place depuis très longtemps qui a été annulée, qui était celle qui touchait les H1B, H2B, J1 et L. Cette proclamation-là, elle n'a pas été annulée, mais elle est morte de sa propre mort fin mars. Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle venait en plus de l'ordre sur Schengen, mais de manière indépendante. Ce qui veut dire que les personnes qui ont ce type de visa et qui sont résidents permanents d'un pays hors de l'espace Schengen, à l'heure actuelle, peuvent se présenter pour aller faire leur rendez-vous consulaire si le dossier était avec ce consulat. Donc, par exemple, imaginez que vous êtes résident permanent du Mexique, mais vous êtes français, vous aviez demandé un visa L, vous aviez une pétition qui était approuvée, le visa, vous ne pouviez pas l'obtenir parce qu'il y avait cette proclamation. Il est possible maintenant de faire le rendez-vous consulaire, mais pas à Paris, pas dans l'espace Schengen. C'est là où il faut bien garder les deux. À Paris, vous aurez besoin de qualifier pour le National Interest Exception ou autre exemption. Si vous êtes résident permanent du Mexique, il y a juste les qualifications générales pour un visa et l'ouverture des rendez-vous consulaires qui sont toujours très, très lentes à travers tout le monde. En fait, c'est pas les reprises, même hors espace où il y a des restrictions de voyage, sont très lents. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous pouvez avoir un rendez-vous la semaine prochaine. C'est des choses à voir dossier par dossier. Par contre, pour les dossiers qui étaient déjà en cours avec un visa, avec un consulat européen, c'est plus compliqué
bouger les dossiers, donc je ne vais pas adresser ce point-là. Je vous ai juste le pointé du doigt, donc il faut bien garder à l'esprit. C'était 2 proclamations séparées avec des effets séparés. Et pour l'instant, le réel souci, c'est que sur l'espace Schengen, Angleterre et Irlande, les NIE sont très difficiles à documenter. Ensuite, du côté immigrant, le Department of State a vraiment annoncé une réouverture des rendez-vous immigrants, une reprise pour tout, même une reprise limitée, mais sur l'espace Schengen. Et donc, de manière générale, il y a une préférence pour les réunifications familiales où il y a eu une adoption interpays, pour les enfants qui vont age out, qui vont dépasser les 21 ans, plus les petites règles additionnelles de flexibilité. Reprise des rendez-vous en deuxième tiers, les reprises de rendez-vous pour les immediate relatives, qui sont les époux, enfants de moins de 21 ans et parents de citoyens américains. Reprise des visas fiancés et certains returning visas pour des résidents permanents qui sont des SB1 qui sont assez limités. Et ensuite, on a toutes les pétitions familiales et ensuite, on a toutes les pétitions d'emploi. Donc, ça vient par tiers, à savoir que dans tous les cas, même s'il y a une reprise de ces visas, vous allez avoir toujours les restrictions relatives à l'espace Schengen qui sont là. Et donc, pour l'instant, sur l'espace Schengen, la priorité est donnée aux époux-épouses de citoyens américains, aux adoptions et aux visas fiancés. Alors, ça, voilà. Ensuite, pour Paris, gardez bien à l'esprit qu'à l'heure actuelle, il y a une obligation d'avoir été présent sur le territoire français pendant au moins 10 jours avant de pouvoir se présenter à un rendez-vous. Cette règle n'est pas partie. Et de manière temporaire, le consulat américain à Paris n'accepte pas les demandes de personnes qui ne sont pas résidentes en France. Donc, par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, d'Ukraine et que vous venez voyager à Paris pour demander votre visa, de manière générale, le consulat va dire non, sauf s'il y a des justifications autres qui font que vous demandez une exception. Ensuite, je voulais faire un point sur les résidents permanents. D'accord ? Il y a pas mal de monde qui sont rentrés à cause du Covid et qui sont en train de réfléchir au retour vers les États-Unis. Donc, sur les résidents permanents américains, il faut toujours bien garder à l'esprit que c'est l'obligation de la personne qui est résidente de démontrer qu'elle continue à résider aux États-Unis. Et ce, pendant qu'elle est aux États-Unis, quand elle demande sa naturalisation ou quand elle est en déplacement à l'étranger. Donc, des déplacements, des vacances, des déplacements de court séjour ne sont jamais des soucis. Par contre, quand on commence à avoir des déplacements à durée beaucoup plus soutenue, on commence à regarder s'il y a une interruption de résidence. D'accord ? Donc là, les points clés à regarder, c'est est-ce que ça fait déjà 6 mois que la personne est partie? Est-ce que ça fait déjà 12 mois que la personne est partie? Est-ce qu'il y avait une demande de re-entry permit, qui est un permis de voyage de long terme pour les résidents permanents? À la fin, c'est l'office. Il y a des guidelines, il y a des consignes pour les agences aériennes où ils ne sont pas censés refuser certaines personnes. Donc, dans les guidelines, ce sont les résidents permanents qui ont une carte de résident permanent en cours de validité, les résidents permanents qui ont un re-entry permit en cours de validité, les résidents qui ont une carte de résidence de 10 ans, celle de full validity, qui est complète et qui est expirée, et les personnes qui avaient une résidence conditionnelle si le voyage se fait dans les 18 mois de la notice de demande pour enlever les conditions. Et les résidents qui ont un SB1, donc un visa Returning Residence qui est valide. Ces personnes-là ne sont pas censées être bloquées par la compagnie aérienne. Si la compagnie aérienne bloque,
il faut absolument escalader le problème. Mais par contre, le deuxième point, c'est quand le résident permanent se présente à la douane, c'est l'officier des douanes qui va faire cette analyse s'il y a eu une interruption, s'il y a eu un abandon, et donc si la personne n'est pas autorisée à reprendre sa résidence. Deux points qui sont très, très importants. Le premier point, c'est que si l'officier des douanes pose un problème, il faut absolument ne pas signer, si possible, le formulaire de I-407 qui est l'abandon volontaire de résidence. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que normalement, de manière assez systématique, ils vont vous proposer d'être mis en procédure de déportation. Ça peut faire très peur, mais c'est juste que c'est une chance de demander une audience devant un juge pour que ce soit le juge qui fasse l'analyse sur les raisons de votre absence prolongée. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez être admis sur le territoire, vous n'allez pas être renvoyé. Donc, il faut bien essayer d'éviter de dire « Ah oui, finalement, j'ai abandonné » et qu'on vous renvoie. Ça pose beaucoup plus de difficultés à renouveler, en fait. Donc, si vous êtes devant les douanes et que vous avez un souci, il faut absolument juste demander à rentrer et avoir une audience. C'est pas la fin du monde, mais ça vous donnera au moins quelqu'un qui est formé, peut-être plus formé que l'officier des douanes qui vous reverra pour regarder la totalité des pièces. Et puis, ça donne aussi l'occasion de monter toutes les pièces qui justifient pourquoi l'absence a été prolongée et pourquoi il n'y avait pas eu de demande de permis de retour qui avait été demandé. Le point clé là-dessus, c'est que les re-entry permits qui sont très, très bien pour les résidents permanents qui vont passer du temps à l'étranger, ils sont très bien, sauf qu'il faut être demandé avant le départ. Donc, et puis, il faut que les empreintes biométriques soient prises du côté américain. Donc, si vous êtes déjà à l'étranger depuis plus de 6 mois et que vous avez un souci pour le retour, ça ne sera pas le moment de demander le re-entry permit. Certains consulats permettent toujours de faire un SB1, un visa de demande de retour. Ces visas sont là de manière très, très limitée. Donc, en général, ils sont là s'il y a une perte du document. Certains consulats ont plus de flexibilité, donc c'est au cas par cas, mais de manière générale, ils ne sont pas disponibles, c'est juste que vous êtes resté plus longtemps que prévu. Donc voilà, un petit point sur d'autres avancées récentes. Donc, il y avait énormément de stress dans la communauté française quant au renouvellement donc les demandes d'extension pour les époux et les épouses, donc en E2, L2, H4, ce type de position-là, qui venait, pour ceux qui venaient avec également une demande de renouvellement d'emploi. Et donc, très récemment, cette semaine, je crois, USCIS a dit on va enlever l'obligation de prendre les empreintes, c'était vraiment la base qui avait causé les délais sur ces dossiers-là. Donc, on espère qu'avec cette annonce, beaucoup de dossiers qui étaient en attente de ces rendez-vous biométriques ou qui étaient retardés pour adjudication à cause des rendez-vous biométriques vont être enfin adjudiqués de manière un peu plus raisonnable et rapide. Il y a également eu un changement où l'ancienne administration rejetait de manière assez systématique les dossiers pour lesquels il y avait des espaces qui n'étaient pas remplis. Donc, par exemple, si vous envoyez votre dossier de demande d'ajustement et que vous n'aviez pas mis votre nom middle name, hein, le deuxième prénom, et que vous n'aviez pas mis NA ou non, et on vous renvoyait le dossier comme quoi le dossier est incomplet. Donc, c'était un problème. On avait des retours de dossiers dans tous les sens. C'était vraiment très critique. Et là, la nouvelle administration a clairement annulé la politique de rejet. Et donc, à l'heure actuelle, le middle name peut rester blanc, par exemple, et ce n'est pas censé entraîner un rejet de dossier. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas là sur ma dernière conférence, si vous n'avez pas suivi, il y a eu des changements sur les règles de charges publiques. Donc, sous l'administration Trump, l'administration avait obligé un formulaire additionnel dans lequel la personne qui demandait la carte verte devait démontrer qu'elle serait indépendante financièrement, pas seulement avec le sponsor ou avec un joint sponsor. Cette règle a été annulée, donc on repart sur des cadres assez simples où si vous êtes par exemple marié à un citoyen américain, vous envoyez votre demande de carte verte. Ce qui va être regardé par l'officier, c'est que le citoyen américain fait suffisamment d'argent comparé à la
Federal Poverty Guideline et pas votre capacité à travailler et tous les critères qui étaient là qui avaient entraîné un regard vraiment poussé du gouvernement sur des documents personnels qui avaient affecté beaucoup de monde dans la communauté. Donc ça, c'était une vraiment bonne nouvelle. Voilà, ça, je crois que c'était les gros développements. J'ai vu passer plein de questions. J'espère pouvoir y répondre. Si je ne peux pas y répondre, mais que c'est un point que je peux chercher, je vous enverrai ça par email. Thierry, tu veux des questions? On a des tonnes de questions. On a plus d'une trentaine de questions sur des sujets divers et variés. Donc, ce que je vais proposer ce soir, c'est qu'on essaye de répondre rapidement aux questions. On va les prendre une par une, en une minute et demie, pour qu'on reste dans notre timing. Et j'encourage tout le monde, si vous voulez approfondir une question, si vous avez une question personnelle, n'hésitez pas à nous envoyer un email directement à info@françaistexassudouest.com et on essaiera de vous répondre. Si c'est une question générale, on vous apportera les éléments généraux pour une ébauche de réponse. Si c'est des cas particuliers, on essaiera d'y répondre au mieux ou vous orienter vers des personnes qui pourront vous assister un peu plus. Donc, info@françaistexassudouest.com si on n'a pas le temps d'aborder votre question ou si vous avez d'autres questions dans les jours à venir. Alors, je te propose 1 minute par question, Églantine. Top départ. Première question de Leila qui nous demande: est-il possible d'obtenir un tampon H1B dans une ambassade US ou Canada? Un premier tampon H1B. Donc, les pétitions, d'accord, les visas qui sont basés sur des pétitions, il faut repartir vers votre entreprise et votre avocat d'immigration. En général, dans ces dossiers, il y a un consulat qui est identifié. Et donc, ça rend les changements de lieu compliqués. Le Canada, en ce moment, a très, très peu de rendez-vous, mais il faut demander, en fait, il faut contacter le consulat pour voir s'ils acceptent un third country processing. Mexique requiert une résidence locale. D'accord. Le Canada, c'est un peu plus souple, mais il y a énormément de restrictions en ce moment au Canada pour l'entrée des non-résidents. Donc, mon conseil, c'est toujours, voyez avec votre entreprise, votre avocat d'immigration pour voir si votre dossier, il peut être envoyé à un autre pays et derrière, vérifier les restrictions d'accès parce que ce n'est pas parce que le consulat accepte les résidents d'un pays tiers que le pays vous autorise l'entrée dans ce pays-là. D'accord. Donc, faites attention de ne pas envoyer vers un consulat pour réaliser après le coup que vous n'avez pas d'y aller. Et à nouveau, sur les dossiers où il y a une pétition, c'est beaucoup plus compliqué de changer le lieu s'il y a déjà eu un envoi. Okay. Olivier nous demande, pour obtenir un visa immigrant, vaut-il mieux faire la demande en France ou aux États-Unis? Peu importe, peu importe. Sur les visas immigrants, donc pour tous les visas immigrants, il y a une partie pétition où on regarde qu'il y a donc si c'est sur la famille, qu'il y a une relation qualifiée, si c'est sur l'emploi ou un poste de self-petition ou un investissement qui est qualifié, c'est la petition. Et ensuite, il y a la demande de carte verte. La petition, elle peut être adjudiquée en même temps que la demande de carte verte sur certains dossiers qui sont en cours. Donc, on peut faire, par exemple, une pétition pour son époux américain, par son époux américain si on est déjà présent sur le territoire américain dans un statut et faire une demande d'ajustement de statut. Ou si on est à l'étranger, on fait une pétition du côté américain, d'accord, qui est la demande du sponsor ou du pétitionneur pour son époux, par exemple, ou l'entreprise pour son employé. Et ensuite, si vous êtes hors du territoire, vous faites la demande de carte verte, donc du visa lui-même qui est apposé sur le passeport immigrant auprès du consulat. Et ensuite, la carte verte, vous envoyez après l'arrivée aux États-Unis. À garder à l'esprit sur ces questions-là. Tout dépend du lieu de la personne, tout dépend du délai entre le moment où on fait la pétition et la priority date, d'accord? Donc, c'est des questions un peu plus techniques que je n'ai pas abordées aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu pour voir si vous êtes éligible pour une demande d'ajustement de statut ou s'il faut faire une procédure consulaire ou si c'est dans votre intérêt de finalement passer pour une procédure consulaire, même si vous êtes aux États-Unis en statut. Okay. Vincent voudrait savoir, une fois un nouveau visa approuvé,
j'imagine un renouvellement. Comment obtenir le visa à mettre dans le passeport, sachant que les ambassades américaines sont pratiquement fermées? Je pense que si on parle des consulats. Et question annexe, comment renouveler son permis de conduire aux États-Unis si on a un visa expiré? Ok, donc ça, c'est un point très important. Donc, je vais commencer avec le DPS parce que c'est une question que je vois beaucoup. Qu'est-ce qui se passe avec le DPS? Les consignes que les officiers de premier niveau ont, c'est que sauf si la personne présente un I-94 qui est valide, que ce soit un I-94 qui a été tamponné par CBP ou un I-94 qui a été fourni dans une demande d'extension, par exemple, par USCIS, on ne donne pas de permis de conduire ou de renouvellement de permis de conduire. Ce n'est pas la règle. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut escalader les échelons d'appel et il faut se battre et ça prend du temps. Et donc, mon conseil, c'est que pendant la période d'absence de carte d'autorisation de driver license, il faut prendre un service qui vous conduise pour éviter d'avoir un problème avec la police. C'est toujours mieux d'essayer d'éviter d'être en conduite sans licence, mais à savoir que c'est la règle en général que vous allez voir des officiers de premier niveau n'est pas forcément la règle légale. Donc, c'est un point, il faut être prêt à se battre et à escalader les échelons. Maintenant, pour les renouvellements de visa, c'est ce que j'essayais d'expliquer au début de la conférence. Les consulats à l'heure actuelle veulent voir qu'il y ait une urgence et une documentation de justification de qualification. Donc, si, par exemple, la personne est mariée, un citoyen américain a besoin de renouveler un L1 et peut juste justifier que la personne a besoin de revenir voir sa famille et qu'il y a un mariage, donc une relation qui est qualifiante, il est possible de demander à expédier au consulat. D'accord? C'est beaucoup plus dur de demander à expédier et à obtenir une National Interest Exception qui est basée sur un rôle vital dans une infrastructure critique. D'accord? Donc là, c'est des stratégies qui vont dépendre au cas par cas de la situation familiale, du besoin de l'urgence du départ et de la capacité à demander une expédition pour le retour. Jean-François nous demande, ayant obtenu un visa E en étant aux États-Unis, où peut-on obtenir le stamp, le tampon de validation? Alors ça, il faut faire bien attention. Les E obtenus aux États-Unis, ce ne sont pas des visas, ce sont des statuts. Et contrairement au H1B, au L, où il y a une pétition qui ensuite fournit un visa assez facile puisque l'adjudication principale de la pétition a été faite du côté américain, les E sont entièrement réadjudiqués au consulat. Donc, c'est une demande entièrement nouvelle. Il n'y a pas de préférence ou de défaut vers l'adjudication de l'USCIS. C'est deux adjudications entièrement séparées. Alors, une question de Benjamin qui voudrait savoir pour les visas L1 avec un passeport stamp qui a expiré, mais une pétition toujours valide, est-il possible d'obtenir un rendez-vous au consulat américain à Paris ou ailleurs pour renouveler le tampon et quels sont les délais pour prendre ce rendez-vous? Alors, j'imagine que ça parlait de visa, pas forcément de passeport. Si c'est le passeport, il faut renouveler le passeport. Il n'y a pas de possibilité de voyage vers les États-Unis avec un passeport expiré. Si c'est un visa expiré, on tombe dans les situations où il faut rentrer dans les critères d'une des exceptions ou des exemptions. Et donc, c'est des critères qui sont très hauts, très difficiles d'atteindre. Et donc, ça, à revoir avec l'entreprise et l'avocat d'immigration au cas par cas. Marine voudrait savoir si pour des gens qui seraient dans l'attente d'une carte verte, est-ce qu'on peut revenir aux États-Unis avec une EAD card après avoir séjourné en France? Alors, bien attention de savoir la différence. La EAD card, c'est l'autorisation de travail. D'accord? L'autorisation de voyage s'appelle Advance Parole. C'est un document papier. Il y a des dossiers pour lesquels USCIS combine les deux. Et donc, il y a une EAD card qui est produite et dessus, il y a écrit qu'est-ce que ça dit? Ça dit I-512 Advance Parole Authorization Document. Donc, serves as Advance Parole Document. Il y a différentes variations sur ce qui est écrit en bas. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il y a les mots Advance Parole sur la carte. Parce que si c'est une EAD
où il n'y a pas écrit advance parole, cette EAD ne sert pas, en aucun cas ne vous aidera à voyager. Par contre, une advance parole, c'est un document de voyage. S'il est en cours de validité, il est au même niveau qu'un visa. D'accord? Donc, si le document est toujours en cours de validité, la question, c'est est-ce que vous êtes exempt ou est-ce que vous qualifiez sur une exception? Donc, par exemple, vous êtes en procédure de demande de carte verte parce que vous avez épousé un citoyen américain. Ce citoyen américain vous entre dans la qualification des exemptions basées sur le mariage. À ce moment-là, il faut se présenter à l'embarquement avec les preuves de mariage, avec la preuve de citoyenneté de l'époux. Il n'y a pas l'obligation d'avoir l'époux avec vous, mais au moins la documentation. Et il y aura une adjudication avant l'entrée dans l'avion et à l'arrivée. Donc, il faut revoir les cadres des exemptions et des exceptions et voir si ça qualifie. Mon conseil toujours, c'est que s'il y a un advance parole et même s'il y a un visa avec toute la documentation qui est valide, le conseil, c'est d'essayer, donc contacter le consulat à l'avance, aller se présenter à l'avion au moins 14 jours avant l'expiration, au cas où le document qui était en cours de validité vous autorise pas à rentrer et que vous devez aller faire une quatorzaine. D'accord? La question de la quarantaine ne sort pas, que ce soit un visa ou un advance parole. Okay. Question rapide d'Olivier. Pour obtenir un visa immigrant d'époux, vaut-il mieux faire la demande en France ou aux États-Unis? Même réponse. C'est que ça dépend de la situation personnelle de la personne. C'est au cas par cas. Une question de Nanou qui voudrait savoir si toutes les mesures de restriction de voyage sanitaire étant liées au Covid, est-ce que l'administration a donné une visibilité aujourd'hui sur la fin de ces restrictions? Malheureusement, pendant la campagne, il y avait eu beaucoup de discussions que ça arriverait au mois de mars, puis il y a eu beaucoup de discussions que ça arriverait au mois de mai. À l'heure actuelle, c'est plutôt une discussion informelle avec très peu d'informations sur l'automne. Mais il n'y a absolument aucun éclairage de l'administration sur ce point-là à l'heure actuelle. Céline nous demande, avec les vacances qui approchent, si la famille qui habite en France peut venir aux États-Unis en tant que touriste. Donc, on repart sur le cadre de l'ESTA, d'accord? Donc, s'il y a un ESTA qui est valide, il y a une possibilité de quarantaine pour 14 jours dans un autre pays avant de venir faire la visite. Et l'ESTA donne jusqu'à 90 jours. Attention, si vous faites une escale de 14 jours au Mexique ou au Canada, l'ESTA va être réduit et s'il n'est pas réduit, il faut faire attention de quand même pas dépasser 90 jours parce que si ça n'a pas été réduit, c'est que c'était en erreur de CBP, c'était peut-être un officier qui n'était pas formé. Donc, ce qu'ils vont regarder, c'est que la totalité du séjour Nord-Amérique est en dessous des 90 jours. Léla qui voudrait s'assurer que si on est marié à un Américain et sous visa, dans un cas HAB par exemple, mais sans tampon, est-ce qu'on peut quand même voyager depuis l'espace Schengen aux États-Unis? Donc, s'il n'y a pas de, donc ce que vous avez fait un tampon, c'est un visa stamp. S'il n'y a pas de visa, il n'y a pas de capacité de voyage. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un rendez-vous consulaire pour obtenir le visa. Le fait que vous êtes marié à un citoyen américain rend la justification pour obtenir un rendez-vous consulaire beaucoup plus facile que si vous étiez sous une NIE. Mais donc, il faut s'y prendre à l'avance et justifier du besoin d'accélérer le rendez-vous si on vous donne un rendez-vous pour 2022. Alors, une question de Jérôme. On va peut-être devoir faire un suivi là, mais Jérôme nous demande quels sont les documents à fournir à un consulat américain pour prolonger le visa de voyage avec une possibilité d'entrée à renouveler tous les 17 mois. Est-ce que c'est immédiat? Quelles ambassades hors États-Unis sont ouvertes actuellement pour offrir ce service? Je pense qu'il y a beaucoup de questions liées à une situation très personnelle. Donc, voilà, je vais conseiller de faire un suivi, une question personnelle, un rendez-vous avocat. À l'heure actuelle, tous les consulats ont réouvert. La quantité de rendez-vous disponibles est limitée et de manière générale, le défaut, c'est de donner des rendez-vous consulaires très loin dans le temps pour forcer à une documentation d'une justification
que la personne bénéficie d'une exception ou d'une exemption et justifie d'une accélération de la date du rendez-vous. Gaël nous demande quel est le statut des nouvelles demandes de visa L1, L2 quand il ne s'agit pas d'un renouvellement aujourd'hui. Pareil que les autres. Mathieu voudrait savoir s'il est possible de venir aux États-Unis avec un ESTA, avec une quarantaine hors espace Schengen. Je pense qu'on a déjà répondu. La réponse était oui. C'est ça. Pourvu que Faites bien l'ESTA attention est valide. jusqu'au jour de départ que l'ESTA est valide. Allez sur votre compte. Colline voudrait savoir est-ce qu'il faut être sur le territoire français pour faire une demande de NIE ou est-ce qu'on peut faire la demande depuis les États-Unis? Donc, chaque consulat a des critères différents sur les demandes. De manière générale, la demande doit être faite une fois que la personne est présente sur le territoire. Maintenant, il y a peut-être toujours il y a les règles, il y a les exceptions. Il y a peut-être des scénarios où le consulat acceptera la demande avant le départ. Ce n'est pas la règle de base. Christelle voudrait savoir si on peut espérer un accord de réciprocité avec la France si la France et l'espace Schengen rouvrent ses frontières le 9 juin. Ben, on espère très fort, n'est-ce pas? Il faut continuer. Moi, mon conseil, c'est de continuer à appeler, donc d'abord, vos représentants français, hein, n'est-ce pas? Là, on a Jean-François avec nous qui est votre élu et nous, voilà, on fait partie de ces gens que vous pouvez contacter. Il faut contacter également vos représentants américains. Je pense qu'à ce niveau-là, tant que les représentants américains n'entendent pas qu'il y a une souffrance des entreprises américaines, des personnes présentes qui produisent de l'économie et de l'activité américaine, que ce soit une pression des autorités françaises ou des personnes qui sont présentes sur le territoire américain, qu'elles soient en visa ou qu'elles soient américaines ou résidentes, il y aura peut-être moins d'enjeux pour réouvrir les frontières. C'est une question politique. Donc, c'est une question de pression. À l'heure actuelle, on peut espérer, mais mon conseil, c'est que si vous avez une opinion et qu'il y a un impact direct sur votre vie, contactez votre représentant auprès de la Chambre des représentants du Congrès américain et vos sénateurs. Et puis… Par rapport à ça, Glantine, tu as raison. Donc, par rapport à ça, je peux encore vous faire un update puisque j'étais ce matin à Austin. Je viens juste de revenir avec l'équipe du gouverneur Abbott sur ce sujet, avec qui j'avais demandé une rencontre pour parler précisément, notamment du sujet des NIE et de toute la problématique qu'ils répondent pour la communauté française. J'étais vendredi dernier en personne avec la Congresswoman Sheila Jackson-Lee, qui fait partie du French Caucus, parce qu'on a un French Congressional Caucus aux États-Unis avec un certain nombre de sénateurs et de congressmen et congresswomen. Donc, j'ai contacté personnellement chaque membre du French Congressional Caucus afin de porter la situation actuelle qui ne peut plus durer pour notre communauté en général aux États-Unis. J'en ai encore parlé ce matin avec toutes les équipes du gouverneur et ça a également été transmis au gouverneur. Et je m'attache à parler à chaque sénatrice, sénateur et chaque congresswoman et congressman qui peuvent intervenir et on va continuer à mettre la pression qui est nécessaire tant qu'on obtienne satisfaction. Le président Joe Biden faisait également partie du French Caucus dans le passé. Donc, on fait tout ce qui est en notre pouvoir. Si vous voulez, on a également préparé une pétition où on va essayer de récolter un maximum de voix pour également l'envoyer à chaque élu américain. On peut vous communiquer également comment participer à cette pétition, mais sachez qu'on travaille d'arrache-pied vraiment sur ce sujet. Et comme on le répète à chaque fois, on ne peut pas continuer à ne pas permettre à des personnes qui vivent ici en visa, qui paient leurs impôts aux États-Unis d'Amérique, qui participent et qui sont une valeur ajoutée aux États-Unis à avoir ce type de restriction de NIE. Ce n'est pas possible. Donc, comme tu l'as dit, Glantine, on travaille beaucoup dessus. Et sachez que c'est une priorité, en tout cas pour moi, c'est une grande priorité sur laquelle on travaille au quotidien. Voilà. Une question, on reprend sur une question de Christelle qui demande s'il est possible de faire prolonger un visa L1
avec une pétition toujours valide d'ailleurs qu'en France. On a déjà répondu. Oushai ou Rod nous demande si, un peu hors du sujet mieux, mais est-ce qu'on a du nouveau sur les délais très allongés des obtentions des EAD et à quel moment est-ce qu'on peut faire un expedite request? Donc, à l'heure actuelle, ça dépend du centre d'adjudication. J'imagine qu'avec la mention du retard, on parle d'une adjudication par le Texas Service Center. Les dossiers sont toujours très, très, très affectés, très retardés. Sur une majorité de ces dossiers-là, c'est entre 6 et 10 mois. Donc, il faut regarder sur le site de USCIS pour voir quelle est la date butoir à laquelle on peut faire un service request pour demander pourquoi le dossier n'a pas été adjudiqué. Si au-delà de ces délais-là, il n'y a toujours pas d'adjudication, on va faire une demande d'assistance congressionnelle, une demande avec l'ombudsman. Il y a plusieurs options, mais tant que vous n'avez pas éteint ces délais-là, ce n'est pas possible. Mais comme ils viennent doter le requis des biométriques, si les biométriques n'ont toujours pas été prises, il y a une possibilité que ça accélère les choses. Donc, j'espère que ça va faire sortir au moins dans les 2-3 mois prochains beaucoup de dossiers qui étaient en attente. Donc, je pense qu'il n'y aura pas forcément d'accélération immédiate, mais on espère voir de manière générale, d'ici cet été, un ricochet d'accélération dû à la fin des biométriques. Alors, Nanou nous informe que ce matin, le premier rendez-vous disponible au consulat américain à Paris était pour mai 2022. Tout à fait. Connaît-on la cause de ces délais? Est-ce que ça peut s'améliorer? Donc, c'est ce que j'essayais d'expliquer avant. C'est qu'à l'heure actuelle, les consulats dans l'espace Schengen ont pris un défaut de mettre des rendez-vous très tardifs pour forcer une demande d'accélération pour adjudiquer les dossiers qui ont une claire capacité à être acceptés. D'accord? Donc, il faut voir avec l'avocat, il faut voir avec l'entreprise pour voir si vous qualifiez sur un NIE, si c'est un autre critère. À l'heure actuelle, c'est des stratégies consulaires qui étaient déjà en place à Londres depuis quelques mois. Ça s'est transitionné un peu sur tous les consulats. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de rendez-vous, mais à l'heure actuelle, les rendez-vous sont poussés très, très loin. Je pense que c'est assez intentionnel. Christelle voudrait connaître le délai aujourd'hui pour espérer une carte verte. Alors, ça, c'est un très bon point et c'est un point qui est extrêmement frustrant pour tout le monde parce que la réponse, c'est ça dépend d'où vous habitez. Donc, il y a certaines zones géographiques aux États-Unis qui n'ont pas énormément de demandes et qui ont des dossiers adjudiqués assez rapidement. Il y a des zones géographiques comme Houston qui sont très en retard. Donc, si on regarde à un dossier, par exemple, qui est déposé pour une demande de carte verte à El Paso, il est basé sur un mariage, un citoyen américain. Il est possible qu'il y ait un rendez-vous pour une carte verte dans les 6 à 10 mois. Je pense que c'est assez similaire en Californie. Vous vivez à Houston. À l'heure actuelle, ils sont en train d'adjudiquer les dossiers d'octobre 2019. On a presque 1 an et demi de retard. Complètement. Et je pense qu'on a toujours une backlog. On a une énorme communauté immigrante à Houston. On a un service center qui touche une zone très, très étendue. Et pour l'instant, ils n'ont pas rattrapé leur backlog. Notre ami Patrick, que je salue, voudrait savoir si le consulat français à Houston peut renouveler son passeport français, même s'il est domicilié en France. Alors, je ne touche pas du tout aux questions françaises. Jean-François, tu as une réponse? Ah. Excuse-moi, j'avais pas le son non plus, si tu peux répéter la question. Là, est-ce qu'on peut renouveler son passeport français au consulat de Houston si on est domicilié en France? Mais il faut être sur la LEC du consulat général de Houston. Alors, je pense que la réponse, c'est oui. On peut le faire renouveler si on est inscrit au consulat français de Houston. Pour s'inscrire au consulat français de Houston, ça se fait en ligne. Ça prend 25 secondes. Ça peut se faire très rapidement. Donc, même si on est domicilié en France, on peut s'inscrire au consulat Houston et après, on peut faire
un renouvellement de passeport. À ma connaissance, les seuls passeports qui peuvent être faits à Houston, quand on n'est pas inscrit sur la liste électorale consulaire à Houston, c'est dans les cas d'urgence pour un passeport de retour, si on a perdu son passeport ou s'il a été volé ou détruit ou autre, avec intention de rentrer immédiatement en France. Alors, et par rapport à ce point, parce que comme on est dans une période malheureusement qui est assez, avec pas mal de situations qui peuvent être assez difficiles et dramatiques au niveau personnel, et malheureusement on en gère tous les jours. Je voulais juste vous dire que si jamais vous êtes dans une situation où vous devez vous rendre en France absolument pour une urgence, on en a eu encore plusieurs cette semaine de parents décédés ou d'opérations graves ou d'autres choses. Envoyez-moi un email et on fera le maximum pour gérer votre situation, que ce soit avec le consulat, si on doit vous faire un laissez-passer, si par exemple vous n'avez pas le temps physiquement de prendre le test Covid-PCR pour une raison vraiment d'urgence, on pourra effectuer un laissez-passer extraordinaire. Il faut que la raison effectivement soit également extraordinaire. Si vous avez des complications à gérer, notamment avec Air France, avec qui on parle beaucoup depuis le début du Covid et qui fait preuve d'énormément de compréhension et qui nous aide énormément sur des dossiers compliqués. Donc, on a une façon, on trouvera un moyen de vous aider de façon à pouvoir gérer ce moment de difficulté et certaines fois de détresse. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous devriez avoir mon adresse email. Autrement, Thierry, si tu peux la partager sur le chat, s'il te plaît. Et n'hésitez pas, parce qu'on le fait malheureusement chaque semaine. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous s'il y a quoi que ce soit. Et en situation d'urgence, on fera le maximum avec toute l'équipe du consulat qui s'est vraiment mise à disposition depuis un an pour le Covid, revenant le week-end pour faire des documents d'urgence. Ils ont été vraiment extraordinaires dans les situations et je les en remercie. Donc, mais n'hésitez jamais à nous contacter, on est vraiment à votre disposition. Et on fera le maximum. Voilà. Une question rapide sur le support vital à une infrastructure critique. Tu as utilisé cette phrase précise plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qui tombe et des exemples éventuellement de ce qui ne tombe pas sous cette définition? Donc, je vais répondre en une minute, mais vraiment très simple. Grosso modo, sauf si vous êtes dans des cadres très spécifiques, vous ne qualifiez pas. Je pense que c'est le défaut, c'est que dans le passé, il y avait plein de scénarios sur lesquels c'était assez facile de qualifier. Là, le consulat va regarder de manière vraiment, vraiment, vraiment détaillée quel est le rôle. Donc, devoir faire des rendez-vous virtuels, ça ne qualifie pas. Il va falloir vraiment justifier du pourquoi il y a un besoin d'être présent physiquement, pourquoi votre rôle est vital dans le sens où, par exemple, donc une plante qui produit du oil and gas va s'arrêter de fonctionner si vous n'êtes pas physiquement présent. Ça, c'est des rôles vitaux où il y a une conséquence directe de l'absence de la présence de la personne. Et sur les infrastructures critiques, il y a une grosse liste. C'est une grosse liste, mais c'est quand même très limitant. Donc, ce n'est pas limité à l'énergie. Mais il faut repartir sur les infrastructures critiques. Il y a une liste du gouvernement. Donc, il faut cliquer sur par exemple, il faut cliquer énergie et dessous, ça liste tous les sous-secteurs. D'accord? Mais de manière générale, il faut bien comprendre que juste être propriétaire d'une grosse boîte, c'est pas forcément qualifiant. Donc, il y a eu des rejets. Moi, je n'ai pas eu de rejet direct personnel, mais donc, voilà. Gardez à l'esprit, c'est difficile. Il faut travailler avec l'entreprise, il faut travailler avec l'avocat. Ce n'est pas aussi simple que dire j'ai épousé un citoyen américain. Jean-François voudrait savoir, est-ce que tu peux nous confirmer la nouvelle durée de validité des visas L1? Est-ce que c'est toujours 3 ans? Donc, les L1, c'est 17 mois. C'est 17 mois. Ça n'a pas changé.
Alors, une question de Nanou. Sais-tu pourquoi est-ce qu'il y a un tel acharnement sur l'espace Schengen, y compris avec cette nouvelle administration? Non, j'ai pas de réponse à ça. C'est quelque chose qui personnellement me frustre à titre personnel et à titre d'avocate. L'administration s'est fait élire sur une campagne pro-immigrante avec un objectif de changement sur la manière dont les règles étaient interprétées. Je pense que c'est une administration qui est très centrée sur le succès de sa campagne contre le Covid. Et je pense que tant que la situation internationale relative au Covid ne s'améliore pas de manière globale, c'est une administration qui va rester très restreignante sur les conditions de voyage. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié. On n'est pas sur une administration qui est là dans une politique qui est America première, mais c'est une administration qui est axée sur on ne veut pas ouvrir au Covid. Je pense que les deux sont très liés et on verra des réouvertures vraiment importante au moment où l'administration se sent confortable que cette ouverture n'est pas une mise en danger de la population locale. Je pense que c'est vraiment la clé. Maintenant, effectivement, la HHS, qui est l'agence qui gère un peu les datas par rapport aux évolutions du Covid, tout ça, était censé faire des recommandations tous les 30 jours. Moi, je n'ai pas réussi à accéder à ces rapports-là. Je les ai cherchés, je ne les ai pas trouvés. La seule recommandation que j'ai vue, c'était de limiter les voyages depuis l'Inde. Et donc, ça, c'est une restriction qui a été ajoutée la semaine dernière. Donc, pour l'instant, je ne vois pas d'ouverture, mais c'est des choses qui changent, qui évoluent. Donc, progressivement, ils ont ajouté des catégories qui sont exemptes. Ils changent les évaluations. Donc, il y a, je pense, également une part très importante des procès fédéraux américains en class action qui attaquent le gouvernement pour dire que les interprétations actuelles vont au-delà de ce qui a été autorisé par le Congrès, autorisé par la proclamation présidentielle. Et c'est des procès un certain nombre de procès ont été gagnés. Et donc, on obligeait les consulats à donner les visas. Donc, j'espère que c'est un argument en plus qui va pousser à une reconsidération de la position de l'administration américaine. Mais pour l'instant, je pense que sincèrement, c'est pas lié à une perspective nationale, c'est vraiment lié à une perspective de Covid. Et donc, on espère qu'une fois que les chiffres s'améliorent, que les restrictions se relaxeront. Tout à fait. Alors, 2-3 petites questions et on donnera pour finir, et on donnera le mot de la fin à Jean-François. Avec une question d'Olivier. Alors, je pense qu'on y a déjà répondu, mais avec un EXTA et un époux américain, est-ce que la quatorzaine hors Schengen est toujours obligatoire? Non, mais par contre, si vous voulez faire un déplacement en ESTA directement de l'espace Schengen vers les États-Unis, il faut envoyer les justificatifs au consulat pour qu'il y ait une adjudication et donc ils impriment un papier disant qu'il y a une exemption qui a été donnée. Une question de Patrick assez précise. Est-ce que le International Entrepreneur Parole Program est une option si on veut créer une start-up aux États-Unis? Pas vraiment parce que c'est une règle qui a été présentée il y a quelques années qui est tombée complètement à la trappe. En fait, ils l'ont annoncé, puis finalement, il y a très peu de dossiers qui ont été adjudiqués. Ils viennent de la relancer cette semaine. C'est une règle qui est vraiment là pour les personnes qui ne peuvent pas obtenir un E2. Les personnes qui peuvent obtenir un E2, c'est du statut, c'est pas une règle de parole temporaire. Donc c'est pas vrai. Et puis c'est des critères très restreints. C'est pour des gros investissements. C'est un document qui est venu et un concept qui est venu pour aider les personnes qui vont aller vers un EB5, d'accord, donc pour une carte verte immigrante à travers l'investissement et qui n'ont pas une option par exemple pour la Chine. Il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas cette opportunité que les Français ont de faire un investissement qui est peut-être moins
important, mais qui est suffisant pour justifier un visa investisseur. Ok. Et alors, dernière question, est-il possible d'avoir en effet l'adresse email de Monsieur Bonneté? Je pense que la réponse est oui, et je vais la mettre dans le chat maintenant, jeanfranc-bonneté@yahoo.fr. Merci beaucoup, Églantine. On a réussi à répondre à toutes les questions. Je rappelle à tout le monde que si vous avez une question supplémentaire ou si vous voulez un suivi, n'hésitez pas à nous contacter info@françaistexassudouest.com. Merci beaucoup, Églantine, pour cette soirée. Et je donne la parole à Jean-François pour ce dernier mot de la fin. Très brièvement, Églantine, je veux te remercier parce que tu as fait, comme Thierry l'a précisé, un grand nombre de webinars depuis le début du Covid. Et c'est très important parce que cette situation d'immigration, les NIE, etc., crée en plus de tout le reste. Et on sait tous qu'il y a eu beaucoup de facteurs de stress ces 12 derniers mois pour notre communauté. C'est un vrai sujet de stress, c'est un vrai sujet problématique. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur de prendre toujours le temps et d'être toujours disponible. Merci Thierry à toi de les organiser, de les animer. Je veux vous dire qu'on est vraiment au front pour vous et c'est normal sur ce sujet. C'est vraiment une priorité pour moi et pour notre équipe. J'étais encore à Austin aujourd'hui et on va continuer à lobbyer. J'ai des rendez-vous avec nos congressmen et nos sénateurs et nos sénatrices et on ne va pas les lâcher tant qu'on y arrive. Donc ça, je vous le promets. C'est pas aussi rapide qu'on l'aimerait, ça c'est sûr. Et encore une fois, pour toute situation personnelle que vous traversez, il y a tout un environnement et tout un écosystème qui est en place pour vous aider entre nous, les associations, le consulat, et nous sommes là pour ça. Donc, n'hésitez jamais à nous contacter. Nous sommes à votre disposition. Donc, voilà, nous vous souhaitons une bonne soirée et nous sommes toujours là à votre disposition. Merci à chacune et chacun et on vous dit à très, très bientôt. À très bientôt. Et pour ceux qui auraient raté ce webinaire, on aura le replay sur YouTube dans les prochains jours. À très vite et à très bientôt. Bonsoir.